Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, le message du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle aux plus de 120 000 candidats en ordre de bataille pour le brevet d'études du premier cycle lundi. Yves Kouaro-Chabi les rassure. L'inauguration cette année du BEPC unique, fermant la page des modèles longs et courts, ne va impacter en rien les résultats des examens. Il souhaite d'agréables moments de composition aux apprenants. On va l'écouter en ouverture. Les rues asphaltées, la construction du marché de la ville, les infrastructures d'approvisionnement en eau potable et la réhabilitation en cours de la route Kota-Kouandé satisfont les populations de la cité des Nantos. Nati Tengou établit la pertinence de la tournée gouvernementale de reddition de comptes en cours. Au vu des réalisations dont elle a bénéficié, quelques citoyens se sont exprimés à ce sujet. À suivre aussi la clôture du projet Voix et Leadership de Oxfam Bénin. 5 ans d'action et d'impact dans le sens de la préservation et de l'effectivité des droits des filles et des femmes viennent de se refermer. Un atelier national sur l'égalité des sexes tenu à Cotonou a sanctionné la fin de la mise en œuvre du projet. Les 124 860 candidats, dont 61 696 filles et 63 164 garçons, planchent dès lundi prochain pour le compte du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024. À quelques heures du démarrage des épreuves écrites de cet examen, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a adressé un message à tous les acteurs du monde éducatif. Je vous invite à suivre le ministre Yves Kouaro-Chabi sur des propos recueillis par Alassane Harouna et Kadri Mokoni. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, chers acteurs du secteur de l'éducation nationale, le temps a fait son œuvre et nous conduisons inexorablement à son terme l'année scolaire 2023-2024. Elle a été marquée par des actions pertinentes prises de façon consensuelle, en tenant compte de l'évolution du monde. C'est ainsi que l'ensemble des acteurs a pris les décisions, entre autres, d'innover l'enseignement des sciences techniques par des exercices plus pratiques et de relever le niveau de nos enfants dans toutes les disciplines en lien avec l'évolution du monde. Qui n'a pas besoin d'utiliser les nouvelles technologies de la communication, par exemple? À ce titre, il a été décidé qu'à l'étape du premier cycle de l'enseignement du second degré, l'ensemble des enfants béninois est une notion confirmée dans toutes les disciplines d'enseignement, sauf l'allemand et l'espagnol, pour lesquels l'apprenant est appelé à faire un choix. C'est donc la fin du BEPC moderne long et du BEPC modèle court. C'est l'ère du brevet d'études du premier cycle unique. Ceci offre plus d'ouverture à tous nos enfants dans le continuum de l'éducation allant du second cycle de l'enseignement du second degré à l'université. Ainsi, pour la session de l'examen du BEPC de cette année 2024, tous les candidats auront à composer dans toutes les disciplines enseignées et les épreuves orales concerneront uniquement que la discipline anglais, pour les candidats admissibles bien sûr. Le but visé à travers cette décision est de propulser nos enfants dans l'univers de la culture, des humanités et des sciences techniques et technologiques qui renforcent en eux les fondamentaux de leur époque. Je puis alors assurer toute la communauté éducative de notre pays qu'il s'agit là d'une avancée notable et que cette réforme n'aura aucune conséquence négative sur la réussite des candidats à l'examen du BEPC. Chers enseignants et chers partenaires sociaux, cette réforme qui oriente le système éducatif vers des horizons rassurants de stabilité, d'équilibre du développement humain à la base, c'est à chacun de vous que le pays le doit.
Et c'est le moment pour moi de remercier, au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, votre engagement et votre sens du sacrifice et du devoir pour avoir œuvré à asseoir une assiette de connaissances et de compétences, gage d'un futur meilleur. Les populations de Nati Tengou livrent leurs appréciations à propos des 8 années de gouvernance du président Patrice Talon. Les citoyens rencontrés dans la ville opinent diversement sur cette tournée de reddition de comptes conduite par les membres du gouvernement. Suivant. Moi, je remercie beaucoup le chef de l'État et son gouvernement à travers d'abord ce que nous savions avant concernant leur projet d'asphaltage qu'on a vu seulement ici. Nous avions en temps pensé que ça n'a été gagné. Mais quand ils sont venus, ils ont beaucoup expliqué beaucoup de choses qu'on ne savait même pas aussi. Et le marché de Naïtengo a été construit sous Talon. Aussi, la voie Kota-Kwande qui est en train d'être réalisée est un grand projet vraiment qui va impacter, les populations de tout le tronçon et pourquoi pas aussi les gens de Naïtengo. Donc je me remercie beaucoup le chef de l'État et son gouvernement à travers cette tournée où on apprend des informations qui n'étaient pas à notre portée. C'était nécessaire qu'il y ait une tournée de reddition de comptes pour éclairer toute la population. Et il y a eu beaucoup de réalisations que fait le gouvernement à travers son président Patrice Talon et que les gens cherchent à peindre en noir. Mais avec cette descente, nous avons eu plus d'éclaircissement. Nous avons été éclairés par les membres de la délégation sur les acquis que nous avons eus dans notre commune à Nati Tengou, au-delà de l'asphaltage qui est visible, le marché que nous avons. Et il y a par exemple l'eau. Vous savez qu'à Nati Tengou, il y a problème d'eau. Mais Nati Tengou va bénéficier d'un gros programme d'eau. N'eût été cette tournée de reddition de comptes, on ne pouvait pas savoir. On allait continuer par se plaindre. Alors, avec cette tournée, nous avons été éclairés, nous sommes sûrs et nous attendons ce gros projet d'eau qui va mettre fin à la souffrance des femmes. Moi, je vais d'abord féliciter le gouvernement pour la tournée qu'il est en train d'effectuer. Puisque, entre-temps, vraiment, on n'entendait pas sa voix. Et les gens disaient qu'il ne tourne pas, il ne parle pas, il fait des choses ailleurs. Bon, nous, on était bleus. Présentement, à base de sa tournée-là, vraiment, on est content. Puisque, à part le marché qui est fait ici, avec un peu de voix qui est fait ici, à part ça, on n'a rien ici à Nati Tengou. Mais à base de sa tournée, on a su qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir à Nati Tengou. Moi, je pense que cette tournée est salutaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, nous n'avons pas la bonne information. Pour nous, habitants de Nati Tengou, c'était comme si nous étions écartés du Bénin. Parce qu'après la première phase d'asphaltage, nous avons appris que la deuxième phase a été retournée au sud. Donc il y a tellement d'intoxication que nous n'arrivons pas vraiment à cerner le vrai du faux. Mais aujourd'hui, avec cette tournée, nous avons appris beaucoup de choses. Tout ce que le gouvernement a fait pour le développement de Nati Tengou, nous avons pu avoir tout ça de façon officielle, ceux qui ont vraiment l'information. Par exemple, nous avons... Bon, les gens, par le passé, ont dit que la route de Kwande était déjà faite par le gouvernement passé et que c'est le budget du temps de Yahi qui avait déjà financé ce projet. Mais aujourd'hui, avec tout ce que les gens ont dit au cours de cette tournée gouvernementale, nous avons compris que c'est le président Talon qui est en train de vraiment œuvrer pour cette voie-là. Et vraiment, nous le remercions beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est vrai qu'autour de ce projet, il n'y a pas assez de communication. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à savoir qu'est-ce qui est fait pour Nati Tengou, qu'est-ce qui n'est pas fait. Mais aujourd'hui, avec toutes les explications, tous les détails qui ont été donnés au cours de cette sensibilisation gouvernementale, moi je pense que c'était vraiment important que cette tournée-là ait lieu pour vraiment permettre aux gens, pour éclairer la population de tout ce qui est fait dans le PAG. Et par rapport à Nati Tengou, on nous avait promis une deuxième phase d'asphaltage après la fin donc, de la première phase. Effectivement, les ouvrages ont été réceptionnés pour la première phase et nous avons eu de belles rues asphaltées, éclairées dans la nuit. Ce qu'on ne comprenait pas,
On s'attendait à être dans la seconde phase, mais on apprend que c'est arrêté. Mais ça, on ne le savait pas. Pourquoi est-ce que c'est arrêté? C'est toujours dans l'intérêt donc de nos populations à Nati Tengou. En fait, on nous a expliqué que la première phase qui a fait naître des voies asphaltées a été dérangée par donc ces eaux fluviales. Et par endroits, ces rues asphaltées ont deux problèmes liés donc aux eaux fluviales mal canalisées. Et donc, Nati Tengou a été prise en compte dans un autre projet pour corriger les erreurs de la première phase où les eaux n'avaient pas été bien canalisées. Et ce projet, qui coûte des milliards, viendra donc construire d'autres ouvrages pour bien canaliser les eaux afin qu'on puisse procéder à la phase 2 de l'asphaltage. Cette explication, nous, on ne l'avait pas. Mais la tournée gouvernementale a permis que nous puissions comprendre et nous félicitons le gouvernement de la rupture, le président Talon, pour donc tout ce qu'il fait pour Nati Tengou. Après les explications de la délégation gouvernementale dans le département du Plateau, à l'étape des communes d'Ifani et de Kétou, administrés, j'y arrive, de ces villes et plusieurs natifs ont salué l'initiative de cette tournée. Ils sont fiers des réalisations du gouvernement dans leur localité en matière d'électrification, d'éducation et de construction d'infrastructures routières. On suit ici quelques-unes des réactions. On ne peut pas gouverner sans redevabilité. On ne peut pas gouverner sans rendre compte à nos concitoyens. Donc c'est un acte que nous avons apprécié à sa juste valeur. Et après le point, nous sommes satisfaits. Nous avons des raisons pour remercier le chef de l'État pour ce qu'il a fait au moins pour la commune d'Ifani. Parce que quand vous prenez aujourd'hui la commune d'Ifani est ouverte sur l'extérieur. Et à travers la réalisation de la route nationale inter-État numéro 1, c'est-à-dire la voie que nous appelons communément la route Aïta-Igolo. Et aujourd'hui, la réhabilitation de la route Igolo-Port-Nouveau. Et la commune est désormais ouverte sur l'extérieur. Et concernant l'accès à l'eau, des efforts sont faits. Aujourd'hui, il y a déjà près de 3 arrondissements qui sont impactés par rapport à ça. L'électrification, des efforts ont été faits. Quand nous prenons par exemple dans la commune d'Ifani, précisément dans l'arrondissement d'Ifani, la voie inter-État, Aïta-Igolo, c'est une voie de quelques kilomètres qui, depuis des décennies, nos populations pleurent pour la réalisation de cette voie. On en a fait avec des gouvernements qui sont venus nous démontrer par A plus B que d'ici à là, cette voie allait être réalisée. Mais laissez-moi vous dire du moins, c'est grâce au régime, au président Patrice Talon, que cette voie est réalisée. Cela est devenu une réalité. Si nous rentrons dans le domaine de l'électrification, depuis la nuit des temps, Ifani n'a jamais eu l'occasion de bénéficier d'un projet d'éducation. Je parle de lancement d'Ifani. Donc c'est pour la première fois avec le président Talon dans le village de Gamine, nous avions bénéficié d'un projet d'électrification. Les écoles de la commune d'Ifani font partie des écoles qui ont bénéficié des cantines scolaires. Et donc les enfants de notre commune profitent bien sûr de ces cantines-là et sont en mesure de manger à leur faim. Et nous avons aussi bénéficié pas mal d'actions sociales, les microcrédits, Il y a beaucoup de femmes qui sont dans les commerces et qui ont bénéficié de cet appui pour leurs activités génératrices de revenus. La population est satisfaite. C'est vrai que tout n'est pas encore parfait par rapport aux infrastructures routières. Il y en a qui restent. Si nous prenons par exemple l'as Ketoupe, Bloblo, Baningbe, Lagbe, c'est une voie qui est complètement dégradée. Et dans l'arrondissement de Dagbe, où passe cette voie, nous avons 2 postes de douane. Et cet arrondissement n'a pas de poste de police, de commissariat. Donc il y a ces petits trucs qui restent encore à faire. Et là, on pourra tirer un coup de chapeau au gouvernement, qui a déjà beaucoup fait. Également dans l'actualité, les jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe échangent sur l'avenir de la langue française à Cotonou. C'est à l'occasion du 6e cycle de forums régionaux initié par l'Institut français
qu'il questionne le futur de cette langue utilisée par plusieurs pays africains. À l'issue des 3 jours de dialogue, ils entendent proposer des solutions pouvant faire valoriser davantage le français comme langue de paix et de coopération. Le lancement des activités du forum a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou, nous dit Clément Achadé. 3 jours d'échanges et de débats pour questionner la place de la langue française. Cotonou, capitale de la langue de Molière, l'instant de cette rencontre internationale. C'est la 6e édition du cycle des forums régionaux dénommé « Notre futur, dialogue Afrique-Europe », une initiative de l'Institut français qui existe depuis 2022. À cette édition de 2024, le forum réunit des experts, chercheurs, activistes, entrepreneurs et jeunes engagés issus de plusieurs pays d'Afrique et du vieux continent. Et pendant 3 jours, les échanges des acteurs conviés vont porter sur 4 enjeux structurants pour l'avenir de la langue française en Afrique. À cette première journée, les temps forts sont ponctués d'animations artistiques et culturelles, mais aussi des parades de jeunes leaders qui tentent chacun de répondre à la question principale, le français pourquoi faire ? Sur la scène, les différentes voix essayent de démontrer l'utilité de la langue française. Si pour certains le français favorise l'interconnexion des peuples, pour d'autres il favorise et participe à l'émergence du marché international par le commerce, mais aussi les affaires. Au-delà de ces animations et performances artistiques, ce forum a été également l'occasion de nombreux débats et ateliers sur des thématiques aussi diverses. Les premières discussions portent sur comment relier la relation à la langue française de la relation à la France. Le deuxième volet interroge la possibilité de décoloniser l'espace francophone. Après ces ateliers débats simultanés, l'agenda de ce forum de Cotonou prévoit aussi une soirée culturelle à l'Institut français du Bénin. Le sommet 2024, la voix des jeunes pour le changement a pris fin à Accra au Ghana. C'est une initiative de la direction des affaires politiques de la commission de la CEDEAO. Pendant 2 jours, les jeunes de tous les États ouest-africains se sont retrouvés pour échanger sur les innovations technologiques, la paix et la croissance économique dans la région. Une occasion d'enseignement, mais aussi de renforcement de capacités. Je vous propose ici au micro d'Idrissou Boukari et Elvis Tonoucoin le point du déroulement des travaux avec Constant Yankadja. Il est le chef de la division de la médiation et de la coordination des affaires politiques de la CEDEAO. Ce sommet, c'était de redonner la parole aux jeunes dans un domaine qui est d'un grand intérêt pour les jeunes. C'est la technologie, les numériques. On ne peut pas parler avec les jeunes sans les rencontrer sur ce terrain de technologie et de numérique. C'est pour cela que nous avons dit, pour parler de paix, de sécurité, de stabilité, de croissance économique, il fallait voir avec les jeunes ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'on peut continuer à faire avec eux, ou bien comment les conseiller, les enseigner, les éduquer et renforcer leurs capacités pour qu'ils fassent bien ce qu'ils sont en train de faire en matière d'innovation numérique. C'est pour cela que nous les avons rencontrés. Il faudrait que la forte population de la région aujourd'hui, qu'on puisse les engager, qu'on puisse engager les responsables des jeunes pour qu'ils soient les ambassadeurs de la CEDEAO dans les États membres en ce qui concerne tout ce qu'ils font en matière de croissance économique, en matière d'intégration et spécialement sur les innovations numériques. Nous avions eu droit à plusieurs panels de discussion pour d'abord planter le décor sur la situation socio-politique et sécuritaire de la région pour leur permettre de comprendre ce qui se passe en matière de la politique et de la sociologie de la région actuellement. Et nous les avons aussi, nous avons animé des panels sur tout ce qui est lié au numérique. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que les jeunes que nous avons invités sont à différents niveaux d'évolution, de connaissances en matière de numérique. Et ça a été une occasion pour les uns et les autres d'apprendre. Ils sont renforcés
du point de vue de la technologie numérique, mais aussi par rapport au cadre normatif des institutions comme la CEDEAO, comme l'Union africaine, comme aussi les Nations unies. Tout ce que ces institutions préparent en matière de cadre normatif pour soutenir, accompagner les jeunes, ils ont été équipés et ils sont mieux aguerris désormais pour parler à leurs pairs par rapport au cadre qui existe pour accompagner, soutenir les jeunes dans ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont eu des engagements eux-mêmes, ils ont des attentes par rapport au gouvernement, différents gouvernements, ils ont des attentes par rapport à la CEDEAO, mais eux-mêmes, en tant que jeunes, ils ont défini des axes sur lesquels ils doivent travailler. Et chaque pays représenté a présenté ce qu'il peut faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Et nous allons continuer à travailler avec eux. Ce n'est pas un événement, c'est un processus qu'on continue. On va faire le suivi avec eux pour voir jusqu'à quel point ils vont honorer leur engagement pris ici. Parlons agriculture maintenant, dans le but d'utiliser une approche innovante pour augmenter la production du riz au Bénin. Le projet RICOAS voit le jour, une initiative sous-régionale qui prend en compte 13 pays. À l'Institut national de recherche agricole du Bénin INRAB, les acteurs du monde agricole ont été informés sur les différentes techniques de l'exécution de ce projet. Compte rendu du lancement avec Jules Echo et Marlène Azinoué. Porter la production annuelle du riz à au moins 1 million de tonnes de paddy d'ici 2026. C'est l'objectif autour duquel ces acteurs du monde agricole mènent des réflexions à travers le projet RICOAS. Une initiative régionale qui permet de mettre à l'échelle une riziculture résiliente au climat en Afrique de l'Ouest. Pour le directeur général de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, ce projet vient améliorer la production du riz malgré les aléas climatiques. Je suis particulièrement honoré de la présence du secrétaire général adjoint malgré l'agenda. Vous savez que le moment que nous traversons, il y a la reddition du compte gouvernemental et il devrait être quelque part en train de rendre compte. Il a pris de son temps pour être parmi nous et pour lancer officiellement ce projet. Cela témoigne de l'intérêt que le ministère accorde au projet. Le riz, constituant la deuxième céréale derrière le maïs, est l'un des aliments de base pour les populations de nos jours. Il est important d'accorder une attention particulière à accroître sa production. Le système de riziculture intense est un système qui permet de gagner en quantité en matière de semences, selon le secrétaire général du MAEP qui a lancé le projet. Compte tenu de son importance socio-économique, le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action, a retenu de faire de la filière riz une filière attractive et a pris l'option d'un investissement à grande envergure pour assurer son développement. Une communication de la coordinatrice du projet a permis aux participants d'être mieux informés. Celle-ci renseigne sur l'utilisation du SRI et les pratiques agroécologiques des résiliences au climat. Ce projet vient en appui à l'atteinte de cet objectif parce qu'elle permettra à la fin d'avoir une augmentation de 25% de rendement. Comme vous le savez déjà, le système de riziculture intensive, c'est une pratique agricole qui permet l'atteinte d'un rendement supérieur pour ce qui est de la production de riz. Nous devons accompagner les producteurs à l'utilisation des paquets technologiques leur permettant de faire face aux problèmes de changement climatique, tels que l'utilisation des variétés résilientes au climat, les pratiques de gestion durable des terres et de la conservation des eaux. Diverses préoccupations ont été soulevées par les participants. En réponse, la coordinatrice et le directeur de l'INRAB ont apporté des éléments de clarification. Les intervenants à l'unanimité ont pris l'engagement de booster la production rizicole au Bénin par l'entremise de ce projet. Je l'ai dit en titre, le projet Voix et Leadership de Oxfam Bénin a atteint son épilogue. L'initiative a démarré en 2019.
Elle a consisté à améliorer la réalisation des droits humains au profit des femmes et des filles. Pour marquer cet événement, un atelier national sur l'égalité des sexes a été organisé cette semaine à Cotonou. C'était en présence des partenaires du projet. Le point avec Hugues Vinibé. Le projet VLF. Violence faite aux femmes, scolarisation des filles, autonomisation des femmes, lutte contre le mariage précoce et forcé. Ce sont, entre autres, les thématiques ciblées par le projet Voix et leadership des femmes. Après 5 ans de mise en œuvre de ce projet dont la finalité est la valorisation des droits des femmes, l'heure du bilan a sonné. En matière d'amélioration de la gestion et de la viabilité des organisations soutenues, nous avons pu observer des avancées significatives dans la gouvernance des ODDF avec une diversification des partenariats. Dans le domaine de l'amélioration de la prestation de programmes et de services de qualité, nos organisations ont su mettre en place des services de haute qualité, incluant des programmes innovants qui ont touché la vie de nombreuses femmes et filles. Ce projet binational a permis de réaliser des avancées considérables dans le domaine de la promotion de la jouissance des droits humains pour les femmes et les filles et le progrès de l'égalité entre les sexes au Bénin. Nous devons continuer à bâtir sur des bases solides que nous avons établies. Les défis sont nombreux, mais avec la même détermination et le même esprit de collaboration, nous pouvons les surmonter. Célébrons nos progrès vers l'égalité des sexes au Bénin et planifions ensemble l'avenir. Tel est le thème de cet atelier. Le projet Voix et leadership des femmes est soutenu par plusieurs structures, dont l'ambassade du Canada au Bénin, à travers Affaires mondiales Canada. Le succès que nous célébrons aujourd'hui témoigne de l'efficacité d'un partenariat solide et d'un dévouement sans faille de la part de toutes les organisations de défense des droits des femmes que nous appelons couramment les ODDF, qui ont été impliquées dans ce projet. Le Canada réaffirme sans équivoque son engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles, des valeurs qui sont au cœur du programme Voix et leadership des femmes. 38, c'est le nombre total d'organisations de défense des droits des femmes ayant bénéficié de ce projet financé par 3 différents mécanismes. Nous avons apprécié chaque moment passé avec vous et entre nous et avons beaucoup appris. Nous avons appris des choses utiles pour le développement futur de nos organisations. Au terme de l'atelier, les participants ont visité la foire au partenariat organisée pour la circonstance. Au total, 130 375 personnes sont touchées par le projet Voix et leadership des femmes dans 73 communes et les 12 départements du Bénin. La violence faite aux femmes. On finit avec l'atelier de formation et de simulation d'exercices de crise au Centre de prévention et de gestion de crise avec le soutien de l'Agence belge de développement Enabel. Le rendez-vous a été le cadre pour les participants de s'imprégner et de mettre en pratique les procédures du manuel de gestion de crise. C'est la deuxième phase du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine. Imet Hélène Amoussou pour les détails. La session, selon les participants, est venue à point nommé et elle réunit des représentants de toutes les composantes du secteur de la sécurité, notamment les agents de la police républicaine, ainsi que d'autres acteurs impliqués. Les assises s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine, PAOP. Face à l'insécurité qui s'accroît, plongeant nos populations dans la panique, il est nécessaire que les responsables à divers niveaux soient bien outillés afin d'apporter une solution fiable. L'objectif du présent atelier est de nous former sur les notions théoriques et pratiques en matière de sauvetage. Alors, saisissons dès à présent toutes les opportunités qui nous seront offertes par les différents formateurs pour combler nos attentes et contribuer à la tranquillité de nos paisibles populations. Cet atelier donc vient à point nommé pour permettre aux différents acteurs de la chaîne de réaction de maîtriser tout le sens, je dirais même l'essence, sinon la quintessence
du rôle qui est le leur dans la gestion efficace des crises. Cadre pour s'approprier les outils nécessaires à la gestion efficace d'une crise, la formation sera couplée avec des exercices de simulation. Ce rendez-vous de DASA, qui va durer 4 jours, offre aussi l'occasion aux participants de revisiter, s'imprégner, mettre en pratique les procédures de gestion de crise définies dans le manuel élaboré et validé lors de la phase précédente du PAOP, initiative du Centre de prévention et de gestion des crises. La rencontre se tient grâce à l'appui technique et financier de l'Agence belge de développement ENABEL. La session de formation et d'exercice de simulation en gestion de crise ici à DASA a pour objectif de vous inspirer d'une démarche unique et structurée en gestion de situations de crise et catastrophe. L'Agence belge de développement ENABEL, à travers le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine PAOP, soutient les autorités béninoises depuis 2020 et continuera ses actions de formation, d'exercice, de conseil, de projet et d'accompagnement dans ce domaine important tout au long de la durée du projet PAOP 2, jusqu'en 2028. Je prie les uns et les autres de bien vouloir saisir cette chance et que cette formation nous apporte beaucoup de connaissances en matière de gestion de crise. On aura encore assez de notions pour prendre les dispositions nécessaires et pouvoir parer au mieux pour que des crises n'arrivent pas et quand cela s'impose à nous, qu'on ait les moyens nécessaires et qu'on prenne également toutes les dispositions qu'il faut pour faire face à cela. La présente session de formation et d'exercice de simulation qui se déroule à Dassa est également organisée dans le Borgou et la Donga. Ce sera tout pour cette édition.